Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va largement revenir sur la grève interprofessionnelle qui a lieu aujourd'hui. Voici d'abord un aperçu en images des autres sujets du JT. Découverte macabre dans la Sarre, le corps sans vie d'une personne portée disparue depuis dimanche a été repêché à Sarreguemines par les sapeurs-pompiers. Fermeture du périscolaire à Sarreguemines jusqu'aux vacances d'hiver à la fin de la semaine prochaine. Les Francas sont victimes du Covid, 10% des enfants et des agents sont positifs. Seuls les enfants des personnels prioritaires seront accueillis. Nouveau revirement pour les boutiques spécialisées en produits issus des fleurs de cannabidiol. Le Conseil d'État a tranché en faveur des défenseurs du CBD et suspendu l'arrêté gouvernemental publié fin décembre qui interdisait la vente de feuilles brutes ou de fleurs de CBD. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? Le spectacle qui a décroché 2 Molières était programmé dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. Toute l'épopée de la célèbre actrice française retracée sur les planches. Et en deuxième partie d'émission, la députée face à l'objectif. Vous entendrez tout à l'heure l'interview de Nicole Triss, enregistrée à l'extérieur pour des raisons sanitaires. Vous venez de le voir dans l'actu du jour et vous l'aviez peut-être déjà vu hier sur notre page Facebook. Un corps a été retrouvé dans la Sarre, au niveau du pont de l'Europe à Sarreguemines. Une fois récupéré par les sapeurs-pompiers plongeurs, un souci s'est posé. Uranie, tu vas nous en parler. Oui, c'est ça, et c'est un souci de taille. L'identification de cet homme n'a été faite que 6 à 8 heures après son rapatriement sur la terre ferme. Ça a choqué certaines personnes et nous, on a cherché à comprendre ce qui s'était passé. Mais donc tu vas nous expliquer tout ça dans quelques minutes. On va d'abord faire le point sur la grève d'aujourd'hui. Cette fois, elle est interprofessionnelle, mais plusieurs enseignants sont à nouveau mobilisés. Marie-Morgane, quelle est la situation dans notre arrondissement ? Alors oui, cette grève est à nouveau très suivie dans les écoles. Au niveau national, il y aurait près de 20% d'enseignants du premier degré en grève selon le SNUIPP. Alors contrairement au 13 janvier, on retrouve quand même moins d'écoles qui sont entièrement fermées. Mais il y a tout de même des fermetures annoncées dans les écoles de Hoendelin, Ambach, Ypelin, Volminster, Grundwiller ou encore Volperswiller. Il y a aussi de nombreuses classes qui se sont retrouvées sans professeurs ce matin, notamment à Sarreguemines. Et c'est pourquoi un service minimum est assuré à nouveau dans certaines communes, comme notamment Sarralbe et Sarreguemines. Et comme tu le disais, cette grève est interprofessionnelle. La revendication principale est une revalorisation des salaires. Et les animateurs périscolaires prennent eux aussi part au mouvement aujourd'hui, ce qui impacte les cantines scolaires. À Sarreguemines, la ville a donc dû trouver une autre solution. Carole Didio, adjointe au maire, vous donne plus d'explications. Nous avons également la grève nationale des animateurs qui donc concerne les Francas. Et donc il n'y aura pas de service assuré par les Francas. Donc le service minimum sera totalement assuré par les agents de la ville et le CCAS. Pour les enfants qui continueront à avoir classe, les enfants des personnels prioritaires seront pris en charge par les animateurs Francas qui resteront disponibles. Mais les enfants seront accueillis dans leur classe ou dans leurs écoles. Et les animateurs se déplaceront vers eux. Et Marie-Morgane, dis-nous, concernant les collèges et les lycées, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes en grève ? Alors du côté du secondaire, la grève est un petit peu moins suivie. Au lycée Jean Depange et Henri Nominé, par exemple, on comptait seulement 3 enseignants absents à 9 heures. Alors l'une des préoccupations actuelles concerne les épreuves de spécialité du baccalauréat, annulées l'an passé déjà en raison de la crise sanitaire. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, devrait donner sa décision d'ici peu. Du côté des enseignants, la volonté est claire. Témoignage de Bruno Henry, secrétaire général académique du SNES-FSU, principal syndicat des enseignants du secondaire. Les élèves de terminale devraient passer les épreuves de bac dès la mi-mars, c'est-à-dire en réalité dans quelques semaines de cours. Et nous, ce que nous constatons, c'est une très grande difficulté pour avancer dans le programme. On n'a jamais eu autant de cas avérés et de cas contacts dans nos classes. Concrètement, ça signifie un absentéisme des élèves, des absences d'élèves très très nombreuses et ce que j'appellerais une classe pernée en fait. C'est-à-dire on commence à faire quelque chose avec une classe, il y a beaucoup d'absents. La semaine suivante, il y a toujours autant d'absents, mais c'est pas les mêmes. Donc voilà, on a un
travail, je dirais, pédagogique comme ça qui est rendu très difficile. Et des enseignants qui sont confrontés à un choix. Soit ils continuent à avancer à tout prix dans leur programme, et j'ai envie de dire sans les élèves, soit ils essayent d'avancer avec les élèves, et alors à ce moment-là, ils ne pourront pas terminer le programme à temps. Donc il y a une très forte demande. La demande, c'est de repousser les épreuves de ce qu'on appelle les épreuves de spécialité qui sont programmées en mars, de les repousser à plus tard, au mois de juin, de manière à ce qu'on ait le temps de boucler les programmes. Et je vous le disais tout à l'heure, s'ils se mobilisent aujourd'hui, c'est avant tout pour une revalorisation des salaires pour les enseignants, mais aussi pour les autres personnels de l'éducation, comme les agents de la vie scolaire ou les AESH. Les fonctionnaires, et parmi eux surtout les enseignants d'ailleurs, les fonctionnaires ont énormément perdu au cours des 20 dernières années. Pour différentes raisons, mais d'abord à cause de ce qu'on appelle le gel du point d'indice. Vous savez que les fonctionnaires sont payés en référence à un indice, et ça fait 20 ans, quasiment 20 ans, que ce point d'indice est gelé. On a des grilles de rémunération aujourd'hui dans les collèges et lycées qui sont absolument indignes. Je vais donner un exemple, ou deux exemples si vous voulez. Un enseignant recruté à Bac+5 qui commence, un enseignant qui débute, est éligible à la prime pour l'emploi. La prime pour l'emploi, c'est un dispositif qui a été créé pour lutter contre la pauvreté et la précarité. Il n'est pas normal qu'un enseignant en début de carrière relève de ce dispositif. Le personnel AESH qui accompagne les élèves les plus fragiles, les élèves en situation de handicap, on a besoin de ces personnels pour faire réussir les élèves. Ils sont actuellement payés vraiment au SMIC, mais c'est pareil, Jean-Michel Blanquer nous a dit en septembre, je fais une revalorisation historique, et dès le mois d'octobre, la rémunération des AESH tombait en dessous du niveau du SMIC. Et de nombreux enseignants de l'arrondissement vont rejoindre la manifestation cet après-midi à Metz. Ils ne seront pas seuls. Le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle devrait se joindre également au mouvement. Et à noter que la grève peut impacter d'autres services comme les transports sur certains trajets. Merci Marie-Morgane pour toutes ces explications. En parallèle, mais pour d'autres raisons, la ville de Sarreguemines a pris une décision de taille. Ce n'est pas lié à la grève, mais au Covid. La municipalité a annoncé la fermeture du périscolaire des Francas dès aujourd'hui, et ce jusqu'aux vacances scolaires. La situation sanitaire se dégrade. Environ 10% des enfants et des agents sont actuellement positifs au Covid. Explication. Nous avons des contaminations importantes au niveau de nos 3 périscolaires du Midi, puisque nous avons plus de 52 enfants qui sont testés positifs, sans compter les cas contacts, mais aussi 8 animateurs, plus tout le personnel de service des Francas qui compte beaucoup de personnel absent pour Covid. On se rend compte que les chiffres s'aggravent, je dirais presque d'heure en heure. Et effectivement, nous nous sommes longtemps consultés. Nous avons pris des recommandations auprès de l'ARS. Et on nous recommande effectivement la fermeture. Et donc effectivement c'est avec beaucoup d'amertume qu'on a pris cette décision, mais nous pensons que c'est une décision responsable. Au bout d'un moment, en termes d'encadrement et puis de situation sanitaire, c'est plus gérable. Donc il valait peut-être mieux fermer les périscolaires. Les enfants de personnel prioritaire sont accueillis midi et soir sur inscription. Ils seront accueillis au sein même des écoles, donc ils iront à l'école le temps du midi. On enverra des animateurs dans les écoles pour les enfants inscrits, et le temps du soir pareil. Donc on viendra avec des malles pédagogiques et autres pour le périscolaire. Par contre, le temps du midi, on demande aux parents d'avoir un repas tiré du sac, chaud ou froid, c'est possible. On a des micro-ondes sur place, mais en effet, il faudra un repas tiré du sac. Et je le répète, ce n'est que pour les enfants des personnels prioritaires. On poursuit ce JT avec un sujet plus réjouissant. Mardi soir, la scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines a accueilli une nouvelle pièce dans le cadre de la saison culturelle. Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ? Ce biopic musical d'Élodie Menard, qui a reçu le Molière de la révélation féminine en 2020, retrace la vie de l'emblématique Arletty, figure mythique de l'âge d'or du cinéma français. Retour en images. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, soyez les bienvenus ce soir. Je passe ma vie en revue. Mardi soir, Arletty a ressuscité le temps d'un spectacle. 4 comédiens et un chanteur sont revenus sur les moments marquants de sa vie. Si vous deviez recommencer votre vie, si vous aviez le pouvoir, vous
d'effacer certains épisodes. Lesquels effaceriez-vous? Moi, je les effacerai pas. Je lui ferai rien. Je donnerai rien. Toute la vie, pareil. Figure emblématique du 7e art français, Arletty était connue et reconnue pour son franc-parler, sa liberté et ses relations et liaisons amoureuses, parfois tumultueuses. Elle a joué dans des films emblématiques français comme Hôtel du Nord ou encore Le jour se lève. Entremêlée de danse et de chant, Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty a reçu le Molière du spectacle musical en 2020. Le feuilleton autour du CBD, molécule non stupéfiante du chanvre, fait encore parler de lui. Après l'arrêté fin décembre pris par le gouvernement français pour interdire la vente de fleurs CBD et leur consommation, un nouveau rebondissement a eu lieu cette semaine. Le Conseil d'État a tranché en faveur des défenseurs du CBD et a suspendu l'interdiction. À Sarreguemines, la décision met du baume au cœur. Reportage d'Uranie Tozic. Olivier avait imaginé mettre la clé sous la porte. Ce matin, c'est avec le sourire aux lèvres qu'il ouvre sa boutique. Car les 24 derniers jours, soumis à l'interdiction de vendre des fleurs CBD, ont eu des conséquences pour son enseigne. Forcément, ça a eu un impact. Les gens se sont tournés vers des sites internet basés à l'étranger. Au niveau clientèle, c'est une perte de 80% là sur 3 semaines, quoi. Constat similaire pour cette autre boutique CBD de la cité faïencière. Car la fleur et les infusions de CBD représenteraient entre 60 et 70% du chiffre d'affaires. Moi, j'avais ouvert pendant quelques heures, j'avais pas ouvert toute la journée. J'ai dû modifier mes heures en attendant de savoir quel sera notre avenir. Un avenir qui semble plus serein depuis la suspension de cette interdiction par le Conseil d'État le 24 janvier. Olivier fait partie de l'Union des professionnels du CBD, syndicat qui a pesé dans la balance. Alors, la décision du Conseil d'État est un réel soulagement pour tous les acteurs du CBD. On a gagné une bataille, mais pas encore le combat. Parce que c'est qu'une suspension pour l'instant, donc on espère que ça va rester définitif. Avec cet arrêté, le gouvernement avait mis en lumière 2 arguments, l'enjeu de santé publique et les difficultés des forces de l'ordre pour faire la différence entre stupéfiants et CBD. Ces 2 arguments ont été clairement réfutés par le Conseil d'État. Alors qu'il existe des solutions faciles pour les forces publiques. En Suisse, c'est le cas d'ailleurs, ça vaut moins de 2,50 € pour tester. Par ailleurs, l'OMS, la Cour européenne de justice et le Conseil d'État ont été unanimes pour dire que le CBD ne fait pas partie des stupéfiants. La suspension de cet arrêté est aussi une victoire pour l'Union des professionnels du CBD, car les futures décisions seront désormais prises en concertation avec les syndicats. Le Conseil d'État doit statuer à nouveau d'ici 1 an sur le fond de l'affaire. Et du coup, on ne demande que ça, qu'ils nous consultent, qu'on mette un cadre légal, qu'on puisse produire français, qu'on puisse vendre français, tout simplement. Vous l'avez peut-être remarqué hier autour du pont de l'Europe à Sarreguemines, une grosse opération était en cours conjointement réalisée par la police et les pompiers avec l'intervention des plongeurs. Une intervention déclenchée suite au signalement d'un corps dans la Sarre. Reportage. C'est un passant qui a donné l'alerte à 10h42 ce 26 janvier. Une chaussure était visible à la surface de l'eau près d'un des piliers du pont de l'Europe à Sarreguemines. Nous avons été alertés ce matin pour une noyade en milieu naturel. À notre arrivée, nous avons constaté la présence d'un corps dans l'eau. Les plongeurs vont actuellement procéder à la récupération de manière à ce que la police puisse procéder aux diverses constatations d'usage. Sur place, la police, les sapeurs-pompiers de Sarreguemines, Rohrbach-les-Bitches et Sarrebourg. Les conditions climatiques et les courants dans l'eau ont un peu compliqué l'opération, mais les plongeurs bien entraînés ont rapidement mis l'embarcation à l'eau depuis la berge du quartier Velferdin. Puis cheminer le long de la pile de pont et ensuite procéder à la récupération du corps pour une extraction un peu plus loin, au choix de la police pour pouvoir faire des constatations dans les meilleures conditions. Moins d'1 quart d'heure a été nécessaire pour l'extraction du corps. L'identification officielle a été réalisée en début de soirée. Il s'agit d'un habitant de la commune, âgé de 62 ans, porté disparu depuis dimanche 23 janvier. Un appel à témoins avait été lancé. Et pour en savoir plus, on va se tourner vers Uranie qui a assisté à l'opération.
Alors déjà, pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce sujet aujourd'hui? Eh bien parce qu'hier au Standard de Mosaïque Cristal, on a reçu plusieurs coups de fil d'un homme qui était sur place lors de l'opération depuis le début et qui était choqué par ce qu'il voyait depuis plusieurs heures. On a d'ailleurs eu du mal à croire en plus ce qu'il nous racontait. D'après lui, cela faisait depuis 12h30 que le corps était resté sur la berge au quartier Velferdin, bien sûr sous un drap et sous surveillance policière, mais que personne n'était venu le chercher. Alors ni une ni deux, on a contacté une source au poste de police et là l'info s'est avérée vraie et qu'en plus c'était loin d'être la première fois que ce genre de situation arrivait. Alors parfois la personne retrouvée décédée peut rester comme ça jusqu'à 24 heures. Sans être prise en charge. Le souci pointé du doigt, le manque de disponibilité de médecins pour venir sur place, identifier le corps et rédiger un certificat de décès. Bon, on peut imaginer que là on est un peu tombé des nues. On a demandé s'il n'existait pas un listing de médecins spécifiquement présents pour ça, ou bien un système de prise en charge particulier. La réponse qui nous a été donnée a été sans équivoque, c'est un non. Mais donc, il ne pouvait pas le déplacer, l'emmener dans une morgue, par exemple, ou réussir à faire venir un médecin légiste? Eh bien non, avant que les autorités compétentes puissent venir chercher le corps et le déplacer, c'est très réglementé. Je vous propose quelques explications sur la procédure. Et dès lors qu'on a affaire à un corps sans vie, on se saisit sur le plan judiciaire de ce qu'on appelle une enquête d'essai qui a pour objet de déterminer les causes de la mort. À cet effet, nous informons l'autorité judiciaire, en l'occurrence le parquet, de ce qu'on a une découverte de cadavre en cours et il nous faut impérativement requérir un médecin puisque la procédure prévoit que c'est un médecin qui va constater le décès et délivrer à cet effet un certificat médical de décès, lequel est soit sans obstacle particulier ou soulève un éventuel problème d'obstacle médico-légal qui pourrait découler d'un doute sur les causes de la mort. Et ce n'est qu'à partir du moment où le constat de décès est délivré et qu'on connaît l'orientation de la suite de l'enquête et notamment l'orientation du corps, institut médico-légal ou morgue, qu'on ne peut requérir ensuite les pompes funèbres qui elles-mêmes mettent un certain temps à se déplacer pour prendre en charge le corps et le transporter. Ce qui fait que sur une situation comme hier, effectivement, ça a duré un certain nombre d'heures entre le repêchage du corps et le moment où on a pu procéder à l'enlèvement du corps par les pompes funèbres. Alors il faut savoir qu'il y a toujours réquisition qui est réalisée, mais ça ne veut pas dire obligation pour le médecin de se déplacer, contrairement à ce qu'on a pu penser. Pourtant, le médecin est un élément primordial sur ce genre de choses et les forces de l'ordre sont souvent mises face à cette situation. La difficulté est donc de trouver un médecin. On le sait, c'est souvent lié à la désertification médicale. Je rappelle qu'en cas de décès dans un domicile, c'est le médecin de famille qui est normalement sur place, qui doit se déplacer. En cas de doute sur les causes de la mort, on fait appel à un médecin légiste. On peut en tout cas faire appel à un médecin légiste. Ce qui ne court pas les rues par chez nous, vous vous en doutez. Ça prend donc également énormément de temps pour en trouver un. Et donc hier, en fait, aucun professionnel ne pouvait venir. C'est ça. Il semblerait en tout cas que ce soit ça. Les policiers ont passé de très nombreux coups de téléphone pour en trouver et c'est pas la première fois, comme je disais, que ça arrive. La désertification médicale, on n'a pas cessé d'en parler sur cette chaîne, fait que les médecins se font plus rares sur notre secteur et pour ceux qui sont encore actifs, la patientèle et les salles d'attente ne désemplissent pas, au contraire. L'un de ces professionnels a bien voulu nous donner quelques explications, mais de manière anonyme. Pour les médecins sur certains décès, comme c'était le cas hier, il n'y a pas de motif d'urgence. Dans ce cas-là, difficile de laisser tomber sa patientèle en cours au cabinet. Par ailleurs, quelques précisions sur la réquisition. C'est un papier, un dispositif, si je peux dire ça comme ça, qui permet aux médecins d'être indemnisés lorsqu'ils se déplacent sur site, mais surtout d'être assurés et couverts si jamais il se passe quoi que ce soit. Et donc, d'après la police, ça a été très difficile de trouver un médecin. C'est pour ça que plusieurs heures se sont écoulées et que les passants ont continué de voir sur la berge le corps, même s'il était caché. Mais alors, que faut-il comprendre finalement de tout ça ? Que pointer du doigt un fautif, ça va être très difficile puisque la situation est tendue pour tout le monde. Chacun fait comme il peut, que ce soit les forces de l'ordre ou les médecins. Mais c'est bien le manque de moyens dans la justice, la désertification médicale et les procédures longues, contraignantes, qui tout ça mélangé font que ces situations arrivent. Ayons surtout une pensée pour la famille et l'entourage qui étaient sur place depuis le début. J'étais sur place pour les images et j'ai constaté tout ça. Ils étaient persuadés que la personne qui était décédée
décédés faisaient partie de leur famille. Je n'ose même pas imaginer ce qu'ils ont dû ressentir, ce qu'ils ont dû vivre. C'est indescriptible comme situation. Est-ce qu'il existerait des solutions pour qu'une telle situation ne se reproduise pas ? C'est une grande question qu'on s'est posée. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de solution toute faite, c'est souvent très difficile à mettre en place, mais voici quelques pistes d'amélioration avec le commandant de la police. Les solutions personnelles, j'en dispose pas. Soit on repense le système de continuité des soins selon un dispositif de type urgence médecin, soit on trouve une solution pour faire enlever les corps et constater les décès en d'autres lieux que sur le domaine public. Mais effectivement, c'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant d'avoir à immobiliser des effectifs, et c'est encore moins satisfaisant pour l'environnement, le public, les témoins, les badauds et surtout la famille du défunt d'avoir un corps qui est maintenu de longues heures sur un domaine public. En tout cas, la question est posée. Quelles sont les solutions à faire à suivre ? Aujourd'hui, c'était une chronique plus coup de gueule. Forcément, c'était pas très guilleré. Mais il fallait en parler parce que déjà, en étant en vie, on le sait, il faut le dire, le système de santé et de prise en charge des soins est parfois catastrophique. Alors pourquoi pas avoir un petit peu de répit, s'il vous plaît, lorsqu'on va de l'autre côté ? Et ton coup de gueule, comme tu dis, contribuera peut-être à ce que quelqu'un dans les hautes sphères se saisisse du problème et trouve une solution. Et c'est d'autant plus difficile, plus dur à vivre pour la famille du défunt, quand en plus du décès d'un proche, on se retrouve confronté à une telle situation. Toutes nos condoléances à la famille. Ce serait évidemment de mauvais goût de faire une transition après un tel sujet. On se retrouve dans un instant, juste après les prévisions de Météo France. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit animal de nos forêts qui nous fascine tous, c'est l'écureuil. Marc N nous avait partagé des clichés qu'il avait pris dans la forêt de Zétain et qui nous permettent d'observer et d'en apprendre plus sur ce petit rongeur. On s'aperçoit très vite qu'il est très gourmand mais un peu tête en l'air. Ils adorent faire des réserves en enterrant leurs trésors, mais oublient parfois certaines de leurs cachettes. C'est donc grâce à eux que poussent de nouveaux arbres. L'écureuil se reproduit en décembre et en avril. C'est donc à ces périodes que vous pouvez assister à de véritables courses-poursuites dans les arbres entre mâles et femelles. Et côté ciel pour demain, la course-poursuite se fera entre le soleil et les nuages. En première partie de journée, le ciel sera très couvert avec quelques brumes, mais en cours de journée, les éclaircies reprennent l'avantage, même si quelques gouttes peuvent tomber. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 4 à 5 degrés. Demain, nous fêtons les Thomas et il fera jour de 8h11 à 17h25. Passez tous encore une excellente journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Retrouvez Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa inox Made in Vosges. Retrouvez Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques Made in Vosges.
Dans ce nouveau numéro de Jardin de chez nous, Aurélie Pavlovitch va vous apprendre à entretenir vos orchidées et à créer de véritables compositions avec des glanes. Vous partirez ensuite à la découverte de Metz et Marly, deux villes qui ont décidé de végétaliser leurs zones urbaines. Et enfin, au Tillot dans les Vosges pour découvrir une grainothèque. Un programme à retrouver ce vendredi sur Mosaïque Cristal. C'était Jardin de chez nous avec Eurosolaire, votre spécialiste panneaux photovoltaïques Made in Vosges. C'était Jardin de chez nous avec Inno, votre spécialiste de la piscine et du spa inox Made in Vosges. Elle est députée de la 5e circonscription de la Moselle depuis le 18 juin 2017. Nicole Triss est aujourd'hui face à l'objectif. Une interview enregistrée il y a quelques jours. Nicole Triss, bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée de la 5e circonscription de la Moselle. Quelle a été votre action la plus marquante en 2021 ? En 2021, mon action la plus marquante a sans doute été de soutenir absolument le Ségur, de soutenir les entreprises, d'une part bien sûr en légiférant tout ce qui concernait le plan de relance, mais surtout je pense que sans relâche, j'ai vraiment essayé d'expliquer aux gens l'intérêt du vaccin. Et au niveau du Ségur, donc le plus marquant pour vous, c'était quoi ? C'était déjà d'avoir effectivement une revalorisation au niveau du personnel soignant. C'était de pouvoir ensuite élargir au médico-social. C'était effectivement de tenir compte de tout ce qu'était la santé, de tous ceux qui faisaient la santé en France et de pouvoir les soutenir pour effectivement avancer avec eux. Aujourd'hui, quand vous regardez autour de vous, quel est l'état des lieux que vous dressez ici de la circonscription ? Alors l'état des lieux de la circonscription est très parallèle à l'état des lieux, j'allais dire, de la France au niveau national. 2021 n'ayant été facile pour personne, ni sur le plan national, ni sur le plan local. Ceci dit, je trouve qu'on a quand même bénéficié ici à la fois de l'accès au vaccin, comme partout ailleurs, et c'est vrai que ça a vraiment changé la donne pour avoir des perspectives plus optimistes. Et nous avons également bénéficié du plan de relance, un plan de relance qui a servi aux entreprises, qui a servi aux collectivités, qui a servi dans les différents ministères, dans toutes les différentes thématiques que nous connaissons, qui font la société française. Et je pense que le vaccin, l'accès au vaccin, plus le plan de relance qui a accompagné cette relance économique, a permis d'avoir de bons chiffres sur la circonscription. Au niveau national, plusieurs de vos collègues députés ont été confrontés à des menaces de la part d'antivax. Vous-même, est-ce que vous avez été menacé ? Est-ce que vous avez peur des antivax ? Je n'ai pas peur des antivax. Je pense que nous avons des divergences d'opinion, c'est certain. Concernant les menaces, j'ai eu affaire à des algorithmes qu'ont eu tous les députés sur le plan national. Tous ceux qui ont voté pour le pass sanitaire, tous ceux qui ont voté pour le pass vaccinal ont eu à un moment donné un mail ou deux mails concernant des menaces. Voilà, je veux dire, je me sens pas plus menacée que ça. En revanche, et déjà, je trouve que c'est pas normal d'avoir ce genre de message. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, de là le menacer de mort, c'est une autre chose. En revanche, ce qui est quand même dramatique, c'est que j'ai eu des collègues qui ont vraiment été une cible à leur domicile personnel, à leur permanence, des antivax ou d'autres personnes avec du vandalisme. Il vous reste quelques mois de mandat. Quels sont les projets que vous voulez défendre dans ce laps de temps ? Alors pour l'instant, je suis toujours dans mes dossiers et je continuerai à soutenir et les entreprises et les communes et les personnes les plus fragiles auprès de l'Assemblée nationale, bien sûr. Et je pense que
Ce qui me tient vraiment à cœur, ça concerne effectivement la santé, le grand âge, l'environnement. Ce sont là trois piliers qui doivent maintenant être davantage encore accélérés, développés pour une amélioration du cadre de vie, pour une amélioration du bassin de vie, en parallèle bien sûr avec le soutien aux entreprises, toujours dans le cadre du plan de relance concernant le bassin d'emploi pour le coup. Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles vous avez été confrontés au cours de votre mandat? Au cours du mandat, les plus grandes difficultés, je pense que ce qui m'a beaucoup étonnée, mais également choquée, c'est l'agressivité, que ce soit sur les réseaux sociaux notamment, ou certains messages dont on parlait à l'instant concernant mes collègues. Ça m'a choqué, c'est pas en soi une difficulté, c'est simplement qu'effectivement, nous n'avons pas l'habitude de ce genre de menaces. Ensuite, je dirais qu'il y a le temps de la politique fait qu'effectivement, quelquefois, on aimerait que ça aille plus vite, qu'on arrive plus vite à faire aboutir des dossiers. Et puis, voilà, il faut la patience. Et avec la patience, avec la ténacité, avec le fait de continuer à aller dans les ministères pour faire suivre les dossiers, je pense qu'on peut être utile au territoire. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Personnellement, c'est ce que j'ai toujours fait en fait, c'est aller dans les ministères pour faire avancer les dossiers ou alors faire venir des ministres pour leur faire découvrir notre contrée. Là, récemment, nous avions eu Laurent Pietraszewski qui a rencontré les chefs d'entreprise sur Sarreguemines. Nous avons eu Joël Giraud qui a rencontré les maires sur Bitche. Je crois que c'est important qu'il y ait toujours ce lien entre les ministres, entre les parlementaires, entre les élus locaux, entre les entreprises, pour avancer ensemble et construire ensemble le monde de demain. Quelle est votre plus grande fierté au cours de ce mandat? Ma plus grande fierté. Je suis contente d'avoir fait aboutir des dossiers comme la gendarmerie de Bitche qui va être concrétisée, comme la labellisation de l'hôpital de Bitche. Je suis contente que le tribunal judiciaire de Sarreguemines, non seulement il est pérenne, mais en plus il a eu effectivement un renfort en termes de magistrats et de fonctionnaires, de sorte qu'il puisse effectivement se développer et avoir un personnel au complet compte tenu de l'activité qu'on a. Je suis contente d'avoir pu accompagner la cession de Daimler à Ineos, de sorte sans qu'il y ait de dégâts collatéraux que seraient les salariés. Voilà, c'est vraiment ce genre de dossier que je suis, c'est ce genre de dossier que j'essaie de faire avancer, et lorsqu'on arrive à concrétiser quelque chose qui est toujours pour le territoire, qui est pour le bassin de vie, qui est pour le bassin d'emploi. Voilà, je pense que c'est là mon rôle, c'est mon utilité, et quand j'y arrive, que je me sens utile et que ça marche, c'est tant mieux. Et quel est votre plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir vu aboutir la proposition de loi sur la fin de vie. Ça, c'est une grande frustration pour moi parce que j'étais impliquée là-dedans, et c'est vrai que c'est pourtant quelque chose qui est demandé par une grande majorité des Français, et cette proposition de loi ce jour-là a été arrêtée parce qu'il y a une poignée de députés qui ont déposé tellement d'amendements qu'on n'a pas pu terminer dans le temps imparti. Donc ça, pour moi, c'est un regret, et en même temps c'est une frustration parce que je me rends compte que le débat démocratique, c'est très bien, il le faut et c'est nécessaire, mais quelquefois il y a un effet pervers qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, et ça nous freine. Mais bon, j'ai bon espoir, j'espère que au prochain mandat, le président pourra effectivement remettre ça sur le tapis. Alors justement, en 2022, année d'élection présidentielle et législative, est-ce que vous serez candidate à un nouveau mandat de députée ? Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, je ne pourrai pas vous le dire aujourd'hui. Moi, ce que je veux là aujourd'hui, j'ai encore des dossiers que je suis, donc je suis vraiment encore la tête dans le guidon. Vous voyez bien, entre le pass vaccinal, les dossiers de la circonscription, ça va vite et c'est intense. Ma préoccupation première, je vais vous dire, c'est d'avoir la candidature du président pour un deuxième mandat. Parce que je pense qu'il a une vision des choses, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à gérer cette crise d'une manière
compte tenu de ce que nous ne savions pas au début et ce que nous savons maintenant, il a réussi à gérer cette crise pour qu'on en sorte avec des chiffres économiques qui sont quand même formidables. D'ailleurs, le prix Nobel d'économie, Paul Krugman l'avait dit, hein, on est vraiment bien situé, on est sur un piédestal au niveau des pays qui s'en sont sortis sur le plan économique. Je crois qu'il a une vision qui est claire et donc j'espère vraiment déjà qu'il pose sa candidature pour un second mandat. Le reste suivra par la suite, on verra en temps voulu. Suivra quand? Vous dévoilerez quand votre intention? Je ne sais pas encore. J'attends d'avoir l'attention déjà et l'intention plutôt du candidat Macron, en espérant qu'il nous fasse cette... Donc on n'en saura pas plus aujourd'hui. Et bien du coup, il vous reste 30 secondes pour conclure cet entretien. Oui, je voulais simplement dire que je me rends compte que l'année 2021 était vraiment une année difficile pour tout le monde, et je pense à beaucoup de monde dans cette circonscription. C'est vrai que je n'ai pas fait mes vœux une fois de plus, puis c'est la deuxième année, on ne peut pas faire les vœux. Et là, j'ai vraiment une pensée pour les maires nouvellement élus depuis 2020 qui n'ont jamais pu faire leurs vœux comme ils se devaient face à leurs administrés. Je voudrais également dire que ce que je souhaite avant tout pour les habitants, c'est vraiment une année plus apaisée. Je crois qu'il faut absolument avoir une année apaisée, ça nous fera un bien fou, avec bien sûr une santé de fer, cela va de soi, et puis que ceux qui n'ont pas encore été vaccinés, n'oubliez pas de vous faire vacciner. Voilà. Merci pour cet entretien. Je vous en prie, merci à vous. Et c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.